Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 149. Et pour ce numéro, je vous propose un très joli exercice de probabilité qui va vous amener à évaluer ce qu'on appelle la transience d'une certaine chaîne de Markov. L'énoncé précis du jour est le suivant, on lance une pièce équilibrée jusqu'à ce que le nombre de piles obtenues soit égal au double du nombre de faces. La question qui se pose est alors, quelle est la probabilité qu'on ne s'arrête jamais ? Cet exercice est un exercice qui est tiré des oraux ENS Ulm pour la filière MPI de l'année 2019 et donc s'adresse essentiellement à des étudiants plutôt de deuxième année de classe préparatoire, étant donné qu'on va faire appel à des outils assez évolués côté variables aléatoires réelles et aussi des inégalités qu'on ne voit que en deuxième année de classe préparatoire. Je dis pas, en disant ça, je dis pas qu'un étudiant de première année ne soit pas capable de résoudre cet exercice. Je dis simplement qu'un tel étudiant n'aura pas les outils nécessaires pour gagner un peu en aisance et attaquer cet exercice plus sereinement. Donc plutôt un exercice qui s'adresse à des étudiants de deuxième année de classe préparatoire. Autre chose que je viens de mentionner en introduisant cet exercice cache dans son énoncé une question de chaîne de Markov. Alors qu'est-ce qu'une chaîne de Markov? Je vais vous donner une image plutôt en mode marche aléatoire. Je pense que ça permettra de voir les choses plus simplement. Bien sûr, on peut généraliser un petit peu le point de vue que je vais donner pour vraiment donner un énoncé très général de ce qu'est une chaîne de Markov, mais je pense que de manière imagée, ça vous donnera une idée assez claire. Donc, vous prenez un ensemble, fini ou infini, et vous posez un bonhomme sur un des éléments de cet ensemble. Et vous dites à ce bonhomme, si tu te trouves à tel endroit, tu vas avoir une certaine probabilité de te trouver à tel autre endroit. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez constitué le début d'une chaîne de Markov, puisque maintenant, eh bien, on va laisser ce bonhomme, à partir d'un endroit initial, on va laisser ce bonhomme marcher, évoluer dans cet ensemble, et on va essayer d'étudier le comportement de sa marche. Donc, c'est ça, une chaîne de Markov, en tout cas, d'un point de vue marche aléatoire, c'est ce à quoi ressemble une chaîne de Markov. Vous vous trouvez à tel endroit et vous lui dites quelle est la probabilité de vous trouver à tel autre endroit, dépendant de, normalement, les états précédents. Mais vous pouvez demander des choses un peu moins restrictives en disant peut-être vous ne savez que ce qu'il se passe au moment où vous vous êtes placé à tel endroit. Donc pour vous donner un exemple un petit peu plus explicite allant dans ce sens, et un exemple super connu, vous pouvez prendre la marche aléatoire sur Z. Donc vous avez votre petit bonhomme là, que vous allez mettre sur la droite graduée par les entiers relatifs, sur 0, et vous dites à ce bonhomme, tu as la probabilité d'un demi par exemple d'avancer d'un pas et un demi de reculer d'un pas. On peut bien sûr poser d'autres types de distributions, mais là je vous fais un exemple assez simple de marche aléatoire. Donc oui, vous pouvez très bien commencer avec ce genre de choses et essayer d'étudier la probabilité que ce bonhomme se retrouve à tel ou tel endroit au bout d'un certain temps. Donc au bout de n pas par exemple. Donc voilà, ça c'est un exemple de chaîne de Markov. C'est une chaîne de Markov d'ailleurs avec quelques propriétés qu'on dit homogènes, etc. Dépendant aussi du fait que les pas de ce bonhomme, le fait qu'il se trouve de tel ou tel endroit au bout d'un temps n ne dépend essentiellement que de ce qu'il se passe en n-1. Bien sûr, on peut, encore une fois, je le répète, généraliser la notion de chaîne de Markov en demandant à savoir ce qu'il se passe pour les étapes précédentes, toutes les étapes précédentes. Ça peut aussi être ce genre de choses. Mais bon, ici, simplifions vraiment les choses. Une chaîne de Markov, vous pouvez vraiment le comprendre comme le fait d'avoir juste des probabilités qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui se passe suivant à quel endroit je me trouve sur mon ensemble. Et donc, quelles sont les choses qu'on regarde à travers une chaîne de Markov? Eh bien, on peut regarder un comportement. En fait, généralement, on veut étudier un comportement asymptotique de la marche. Donc, asymptotique, ça veut bien dire on va regarder quand le nombre d'étapes tend vers plus infini. Et donc, par exemple, si on a un ensemble fini, je vous donne un autre exemple qui est assez connu en agrégation. Vous avez une puce qui doit se balader sur 3 états générales, 3 endroits, vous pouvez imaginer ça, et vous avez des probabilités qu'il se trouve à tel ou tel endroit, bien sûr, dépendant de quel endroit il se trouve, et vous posez la question, quand le nombre de sauts de cette puce tend vers l'infini, quelle est la probabilité qu'il se retrouve à l'état A, à l'état B, à l'état C? Eh bien, ce qu'on peut chercher à regarder, c'est quelle est la limite, quand n tend vers l'infini, du coup, de la probabilité qu'il se retrouve en A, en B, en C, au bout de n pas.
Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut regarder d'une chaîne de Markov, un comportement asymptotique des probabilités. Mais si on ne peut pas forcément faire ça, comme par exemple la marche sur Z que je vous ai donné tantôt, puisque là on va avoir un nombre infini d'états, donc il y a peut-être des problèmes sur les calculs de proba qui s'en suivent. Mais par exemple, le genre de choses qu'on peut regarder sur les chaînes de Markov, c'est la probabilité que le bonhomme revienne en zéro. Voire mieux, qu'il revienne une infinité de fois en zéro. Alors si on prend très précisément l'exemple que je vous ai donné, en partant de 0, puis avec probabilité 1,5 d'avancer, 1,5 de reculer, et rien de plus, eh bien, chose très rigolote, vous avez une probabilité égale à 1 de revenir en 0. Et même pire que ça, ou mieux que ça, vous avez une probabilité de 1 que le bonhomme revienne une infinité de fois en 0. Alors, il y a d'ailleurs 2-3 choses rigolotes qu'on pourrait dire. Je pense que je les ai déjà dites aussi dans d'autres exos. Mais si on change la dimension, au lieu de travailler sur Z, on travaille dans Z2, ça marche encore. On a une probabilité de 1 de revenir une infinité de fois en 0. Et puis si on travaille dans Z3, bah là, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus. Il n'y a pas une probabilité égale à 1 de revenir une infinité de fois en 0. C'est assez rigolo de se dire que voilà, dès qu'on commence à faire une marche aléatoire en dimension 3, bah, on a une chance, une certaine probabilité non nulle de ne jamais revenir au point de départ. Donc bref, petite parenthèse que je vais fermer. Mais en effet, on regarde sur une chaîne de Markov aussi la possibilité de revenir en 0. Généralement, ces probabilités, ça fait partie des probabilités qui sont des probabilités qui généralement peuvent amener à des valeurs 0 ou 1. Ça, c'est des questions de loi du 0 ou 1, par exemple, ou de Borel-Cantelli, qui fait partie des choses que nous avons déjà vues sur la chaîne, et je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Mais bref, puisque y a plein d'autres exemples d'applications d'ailleurs sur ces questions de marche, comme le paradoxe du singe savant, ou des choses comme ça. Mais bref, voilà l'idée générale d'une chaîne de Markov. Et donc, on peut chercher à regarder, comme je commençais à le dire, la probabilité qu'on revienne en 0 ou une infinité de fois en 0. Et ça, ça porte un nom. Quand on a une chaîne de Markov qui a une probabilité 1 de revenir à son point de départ, ça veut dire que la chaîne est récurrente. Donc, il y en a plein des chaînes récurrentes, notamment si vous avez un ensemble fini, avec des probabilités plutôt bien distribuées, on va dire, eh bien, la chaîne est récurrente sur son état initial et voire même sur n'importe quel état. Par contre, si vous avez un ensemble infini, là, c'est plus la même rigolade. Et du coup, il peut y avoir des cas de figure où ça va être récurrent, comme là, je vous ai donné la marche sur Z avec 1,5, 1,5. Mais si vous changez les probabilités, par exemple, de marche, au lieu de mettre 1,5, 1,5, vous mettez 2 tiers et 1 tiers, et ben là, cette marche-là, il y a une probabilité non nulle qu'on ne revienne jamais en 0. Et ça, ça veut dire que la marche est transiente. D'où le mot transience que je vous ai donné au tout début de l'énoncé, avant même d'énoncer l'exercice. En effet, le fait de dire qu'une chaîne est transiente, ça veut simplement dire qu'il y a une certaine probabilité que le bonhomme ne revienne jamais au point de départ. Et une probabilité non nulle, bien sûr. Et bien là, c'est un peu ce qu'on est en train de regarder ici. Si en effet on s'amuse à traduire l'énoncé comme une marche, on veut que le nombre de piles soit égal au double du nombre de faces. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait imaginer retraduire ça en disant ok, on a notre bonhomme qui est placé en 0, et puis on a une certaine probabilité d'avancer d'un pas, ça pourrait être la possibilité d'avoir pile, et la possibilité de reculer de 2 pas, ça serait la possibilité d'avoir face. Et la question qui se pose, c'est du coup, quelle est la probabilité qu'on ne revienne jamais en 0 avec ces possibilités-là? Donc on a 1,5 d'avancer de 1 et 1,5 de reculer de 2. Quelle est alors la probabilité qu'on ne s'arrête jamais? Donc évaluer la transience de cette chaîne de Markov. Bon voilà, je vais éviter d'en dire davantage. Je pense que je vous ai donné ici déjà de bonnes pistes pour démarrer cet exercice avec cette idée de chaîne de Markov et qu'il va falloir essayer de retraduire et de mettre en place pour résoudre cet exercice. Donc, c'était mon objectif ici dans cette introduction, c'était aussi de vous amener quelques idées pour pouvoir résoudre cet exercice un petit peu plus sereinement, en tout cas avec des premières idées pour attaquer cet exercice. Je ne vais pas vous donner de plan, malheureusement, parce que il faut vraiment que je rentre dans l'exercice pour vous donner les pistes pour avancer. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, même si, je vais essayer de le faire par moi-même, je vais vous inviter à faire des pauses sur la vidéo pour essayer d'y réfléchir par vous-même avant d'aller plus loin.
Il y a 2-3 moments, je vais essayer moi-même de faire une pause pour vous laisser le temps de la réflexion. Mais je pense que cet exercice, si vous voulez essayer de vous-même bien comprendre comment marche la chose, je vous invite grandement à faire des pauses au fur et à mesure de mon avancée dans la résolution. Je pense que ça vous aiderait amplement à comprendre ou essayer par vous-même d'avancer un petit peu plus par rapport à ce que je vais expliquer. Dès maintenant, puisque j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet exercice, dès maintenant, je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo pour essayer donc de démarrer la résolution de cet exercice par vous-même et peut-être résoudre entièrement l'exercice, on ne sait jamais. Démarrer la résolution de cet exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, bon, je vais boire un petit peu d'eau. Il fait chaud ces derniers jours. Ok. Donc, on va étudier une chaîne de Markov. Je vous ai donné déjà cette piste. Et on va donc mettre en place cette chaîne de Markov. Donc, pour la mettre en place convenablement, je vais introduire une suite de variables xn qui vont prendre des valeurs soit 1, soit moins 2, dépendant du fait qu'on obtienne pile ou face. Et puis, je vais noter Sn comme étant la somme des variables à partir d'un certain rang. Donc, considérons alors xn une suite de variables aléatoires réelles, indépendantes et identiquement distribuées, IID, c'est l'abréviation pour ça. Donc indépendante, j'entends mutuellement indépendante. D'accord, important. Donc indépendante mutuellement distribuée, telle que eh bien, je veux que la probabilité que xn soit égale à 1 soit la même que la probabilité que xn soit égale à moins 2, qui soit égale donc à 1,5. Alors, je vous dis ça maintenant. À la fin de la résolution, on discutera de la possibilité de changer les probabilités ou éventuellement aussi de changer légèrement l'énoncé. Au lieu de double, on peut essayer de faire la même chose avec une autre relation entre le nombre de piles et le nombre de faces. On en discutera un petit peu à la fin de la résolution. Je vais avancer avec exactement le cas de l'énoncé pour voir un petit peu comment les choses se passent. Donc on a ça, très bien. Et puis d'un autre côté, on va poser alors Sn, une autre suite de variables aléatoires, réel, défini comme ci suit. Je vais noter S0 comme étant égal à 0, donc je démarre avec aucun pile et aucun face, donc ça paraît assez logique de démarrer avec S0 égale 0, et je veux que Sn plus 1, ce soit égal à Sn plus Xn plus 1. Ainsi, vous pouvez aussi réécrire que Sn, c'est la somme pour k allant de 1 à n de xk. Notez que si n égale 0, la somme est vide. Donc, faire une somme vide, ça veut dire que la somme vaut 0. Donc très bien, ça c'est un truc assez classique, d'ailleurs aussi très classique pour les lois binomiales et tout ça, notez-le. Donc on a ça, très bien, et puis traduisons un peu l'énoncé, qu'est-ce qu'on veut? On veut la probabilité qu'on ne s'arrête jamais, donc c'est-à-dire que ce S là, qui est justement la soustraction entre le nombre de piles moins le double du nombre de faces, on veut que ce truc là ne vale jamais 0. Donc, une façon de le traduire, donc la probabilité qu'on cherche est la probabilité que Sn ne soit jamais nul. Et pour que ça ne soit jamais nul, je peux écrire une intersection pour n allant de 1. Alors bien sûr pas 0, parce qu'il faut qu'on commence les lancers de pièces. Donc il faut que je commence à 1. Donc l'intersection pour n allant de 1 jusqu'à l'infini de cette chose. Donc voilà la probabilité qu'on cherche à évaluer. Cette probabilité, je peux l'écrire autrement grâce à des propriétés de limite continue. Donc en effet, si j'utilise la propriété de limite continue, puisque là l'intersection d'ensemble, c'est une suite d'événements qui est décroissante, et puis j'ai la continuité de la probabilité, donc ça me permet d'écrire qu'on a la limite, quand grand n tend vers plus infini, de la probabilité de l'intersection petit n allant de 1 à grand n de Sn différent de 0. Donc ça signifie que si je veux, je peux faire un peu de calcul dans ce cadre-là, avec une intersection finie, et une fois que j'ai fait le calcul avec l'intersection finie,
bah, passer à la limite. Pas de problème. Donc ça, c'est la limite monotone, pardon. Donc c'est la propriété de limite. J'ai dit limite continue, c'est la propriété de limite monotone. Puisque ces intersections-là, quand n grandit, bah, ça donne des événements qui sont inclus les uns dans les autres. Donc ça veut dire que la suite enfin, on a des événements qui sont inclus les uns dans les autres, donc on a une suite d'événements décroissante et la probabilité est continue. Voilà. Très bien. Donc ça c'est cool. Ok. Alors avec tout ce qu'on a posé, notez aussi que les valeurs prises par Sn, ce sont des valeurs dans Z. Hein. Notez que Sn de oméga, c'est dans Z. Je le note juste vite fait ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, si je vais essayer de calculer cette probabilité, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a une possibilité, c'est de regarder l'événement contraire. Je ne vais pas faire ça. C'est une possibilité, tout à fait possible, tout à fait correct, mais je ne vais pas faire ça. Je vais vraiment essayer de rester avec le même événement. Je pourrais vraiment changer en union de Sn égale 0, et puis après essayer de regarder ce qui se passe. Là, je veux rester avec différentes zéros. Je vais rester avec ce truc-là, parce que ça sera peut-être un petit peu plus simple pour écrire les différentes expressions qui vont intervenir. Donc permettez-moi de rester avec cet événement-là. Par contre, ce que je peux commencer à faire, c'est de me poser la question quel va être le comportement de cette probabilité dépendant du premier pas que je vais faire dans ma marche. Et donc, ce que je peux faire, c'est de faire tout simplement de la proba totale. Donc là, la proba totale, si j'applique un peu la proba totale, je vais avoir probabilité de l'intersection n allant de 1 à l'infini de Sn. Alors, je peux mettre grand N si vous voulez. Je vais mettre grand N. Et puis après, on passera à la limite. Donc, grand N différent de 0. Et ce que je peux faire, c'est, dépendant de ce qui se passe pour x1, expliquer ce qui va se passer pour Sn. Donc, alors après, je suis en train de réfléchir. Je pourrais faire la même chose avec x, probablement x grand N. Mais je pense que... Non, j'ai peut-être plutôt besoin de le faire avec x1. Donc, je vais vraiment le faire avec x1, je pense. Donc, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu symétrique et de regarder ce qui se passe dépendant de xn, x grand N. Mais là, je vais faire par rapport à x1, je pense que ce sera un peu plus simple. Donc x1, quelles sont les valeurs prises par x1? C'est soit 1, soit moins 2. Donc, je vais avoir probabilité de cette méchante intersection, donc Sn différent de 0, inter x1 égale 1. Ou alors, puisque c'est de la proba totale, donc les deux événements, bien sûr, ne peuvent pas être remplis en même temps, donc pas de problème. Intersection pour n allant de 1 à grand N de Sn différent de 0, inter x1 égale moins 2. Ça marche, très bien. Et donc, que se passe-t-il? Je peux introduire une variable intermédiaire, je vais noter Sn tilde, ou ouais, Sn tilde plutôt, comme étant Sn plus 1 moins x1. Et donc, si Sn plus 1 est différent de 0, je veux alors que Sn tilde soit différent de moins x1. Donc ça veut dire alors que je dois regarder ici la probabilité que... alors je réfléchis par rapport à ce que je veux écrire. Donc ouais, là je veux peut-être utiliser... Je réfléchis. Oui. Donc je vais juste réécrire mon intersection autrement en utilisant ce Sn tilde. Et après je vais utiliser l'indépendance des variables. Donc j'ai ici l'intersection pour n allant de 0 à grand N, moins 1, de Sn tilde. Notez bien, il y a un changement d'indice. Hein. Donc d'où le changement d'indice ici. Sn tilde différent de moins 1. C'est ça. Intersecté avec x1 égale 1. Et de l'autre côté, j'ai proba intersection n allant de 0 à grand N moins 1, une nouvelle fois, de Sn tilde différent de 2, de 2, intersecté avec x1 égale moins 2. Et en faisant ça, maintenant Sn tilde et x1 sont indépendants l'un de l'autre. Sn tilde est une fonction dépendant des
x2 jusqu'à xn. Chacune de ces variables sont mutuellement indépendantes par rapport à x1. Donc, les intersections que j'ai écrites, je peux les réécrire comme des produits. Ceci me donne, donc par indépendance mutuelle, donc par indépendance mutuelle, je peux écrire probabilité de x1 égale 1 fois probabilité de l'intersection pour n allant de 0 à grand N moins 1 de Sn tilde différent de moins 1 plus proba x1 égale moins 2 fois proba de l'intersection n allant de 0 à grand N moins 1 de Sn différent de 2. Ok. Les probabilités de x1 égale 1 et de x1 égale moins 2, je les connais, c'est tous deux 1,5, parfait. Et puis un autre truc hyper rigolo, c'est que... C'est quoi ça? Bah, c'est la somme de x2 jusqu'à xn. Oui, mais si on réfléchit un peu, même xn plus 1, si on réfléchit un peu, toutes les variables sont de même loi. D'accord, elles sont identiquement distribuées, indépendantes, identiquement distribuées, sont de même loi. Donc qu'est-ce que vous pensez entre la somme de x2 jusqu'à xn plus 1 et la somme de x1 jusqu'à xn? Bah elles vont suivre la même loi. Bah ouais. Donc, comme ça suit la même loi, bah ça veut dire que Sn tilde, bah en fait, ça a la même loi que Sn. C'est-à-dire la somme jusqu'à xn, au final. Donc, bah, je peux rechanger mon énoncé en écrivant. Donc là, je vais avoir 1/2, je vais le mettre en facteur de tout le monde pour l'instant. 1/2 de la probabilité intersectée n égale à 0 à grand N moins 1 de Sn différent de moins 1 plus probabilité de Sn intersection, j'ai oublié l'intersection, intersection n allant de 0 à grand N moins 1 de Sn différent de 2. Donc c'est la même loi, hein, je le répète, c'est la même loi parce que Sn tilde c'est x2 jusqu'à xn plus 1, la somme de x2 jusqu'à xn plus 1, et Sn c'est la même expression, mais avec les variables x1 jusqu'à xn. Sauf que chacun des xi suivent la même loi. Donc les sommes suivent toutes deux les mêmes lois. Voilà. Donc du coup, les deux probas que je regarde, c'est les mêmes. Cette proba, c'est la même que celle-là. Cette proba, c'est la même que celle-là. Ok. Bon. Alors, à la suite de ces premiers calculs, on se rend compte d'un truc qu'il va falloir regarder. C'est la probabilité que Sn soit différent de x pour n allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc d'ailleurs, je vais passer tout ce que je viens d'écrire à l'infini. Et ça veut dire que la probabilité que je cherche, donc quand n tend vers plus infini, je vois alors que la probabilité que je cherche, c'est égal à 1/2 de la probabilité que l'intersection n allant de 0 à l'infini de Sn soit différent de moins 1 plus la probabilité intersection n allant de 0 à l'infini de Sn égale 2. Donc je me retrouve avec ça comme relation. Très bien. Donc différent, bien sûr. Hop. Ok, alors maintenant que j'ai cette relation, oui, je vais regarder une fonction ou une suite. Je vais poser soit UK comme étant la probabilité de l'intersection pour n allant de 0 à l'infini de Sn égale K, différentes K plutôt. Donc je vais regarder maintenant cette probabilité-là pour K dans Z. Et la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les relations satisfaites par cette suite. N'hésitez pas, et même les petites propriétés satisfaites par cette suite. N'hésitez pas à faire une pause là ici, je pense que ça peut être bien, pour déterminer les premiers aspects vérifiés par UK, et voire même, je vais vous demander carrément d'essayer de donner une formule qui explicite entièrement UK. Et puis une fois qu'on a cette formule, eh bien, il va falloir essayer de l'appliquer pour pouvoir conclure. Donc je vous invite à faire une pause là, sur la vidéo, je pense que c'est un très bon endroit pour faire une pause, afin de expliciter une formule qui marche pour UK. Et à la suite de cette formule et de l'étude des... Alors là, ça va être un peu difficile parce qu'il y a une étude
constantes à faire, mais une fois que vous aurez la formule avec les constantes, essayez de voir le lien entre ça et ensuite l'appliquer pour obtenir le résultat souhaité. Ok, je vais avancer. Donc, la première chose qu'il faut constater, c'est que si je prends k égale 0, bah f0 est égal à 0. Donc la probabilité est nulle. Puisque S0 est égal à 0. Donc ça, c'est la première chose à constater. La deuxième chose qu'il faut constater, c'est que la suite UK, c'est une suite... Enfin, c'est une suite de proba. Donc elle est bornée. Donc UK est bornée. Il va y avoir une dernière chose qu'on va pouvoir regarder. C'est que se passe-t-il quand k tend vers plus infini? Et alors, je vais vous donner d'abord l'intuition, et puis on va le prouver mathématiquement parlant. Je vais le garder dans... Je pense que je vais juste l'écrire pour le moment. Je vais le garder dans un coin et je le démontrerai ensuite. Donc, l'intuition, c'est que, ok, là on est en train de regarder quelle est la probabilité qu'on revienne à un certain endroit. D'accord? Donc là, ici, qu'on revienne jamais en K plutôt. On regarde la probabilité qu'on revienne jamais en K, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Là, que se passerait-il si K tend vers plus infini? On pourrait se dire, bah, ça revient à regarder la probabilité que Sn ne soit jamais égal à plus infini, d'une certaine manière. Si vous y réfléchissez un peu, bah, chacun des Sn, ça va être fini. Donc, là, comme ça, l'intuition vous amènerait à dire que la probabilité pour k tend vers l'infini de cette chose-là, enfin que Sn soit différent de l'infini, bah, ça semble être égal à 1. En tout cas, je répète, c'est l'intuition. On va le démontrer, hein, d'accord? Je vais le garder dans un coin, on va le démontrer plus tard. Mais l'intuition devrait commencer à vous dire que quand k tend vers plus infini, ou moins infini, eh bien, ce truc-là tend vers 1. Je vais l'écrire, on va le démontrer un peu plus tard. Il va falloir faire appel à quelques inégalités spéciales. On y reviendra. Donc, je l'écris. La limite, quand k tend vers plus ou moins infini de uk, c'est égal à 1. À démontrer. Pour l'instant, je l'écris à démontrer, puis on va le démontrer un petit peu plus tard. Probablement à la fin de la résolution. J'aimerais avancer avec cette chose, et après voir, vous montrer ensuite comment on démonte ce truc-là, une fois qu'on aura vu comment on s'en sert. J'efface, n'hésitez pas à faire des pauses, hein, c'est fait pour ça, le support vidéo, faire des pauses, faire demi-tour s'il y a des choses pas claires que j'ai pu dire, histoire que ça puisse vous aider. Et aussi, n'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude, si vous avez des questions, à vous manifester. Hop. Nickel. Bien. Alors maintenant que j'ai ces différentes premières propriétés, il y en a encore d'autres que je peux aussi établir. Et ça, je pense que ça va être la plus importante. On peut établir une relation de récurrence entre les UK. Alors, comment marche cette relation de récurrence? Eh bien, elle va marcher exactement avec la même méthode que ce que nous avions au tableau il y a quelques instants. C'est-à-dire, la probabilité, l'intersection, bon, je l'écris avec l'infini directement, même si je devrais faire peut-être un peu attention, mais je vais écrire avec l'infini directement, donc différent de k. Eh bien, vous pouvez démontrer, en fait, que ça va être égal à 1/2 fois la probabilité de l'intersection infini de Sn différent de k, alors que je ne fasse pas de bêtises, je réfléchis juste 2 secondes pour ne pas faire de bêtises. Donc là, je fais moins 1, hein. Ouais, c'est ça, moins 1. Donc k moins 1, tac, plus la probabilité, l'intersection n allant de 0 à l'infini de Sn est différent de k plus 2. Alors, comment vous pouvez établir cette relation? Eh bien, vraiment exactement de la même manière que tantôt. Retravaillez au cas avec grand N, et puis faites la distinction suivant la valeur de x1. Soit x1 vaut 1, soit x1 vaut moins 2. Si x1 vaut 1, vous pouvez en fait ensuite réintroduire Sn tilde, comme on l'a fait tantôt, et par indépendance, écrire que vous avez la probabilité de x1 égale 1, c'est ça, x1 égale 1, fois la probabilité que Sn ne soit pas égal à moins 1 pour tous les n compris entre ce qu'il faut, Sn tilde plutôt. Et ensuite, le Sn tilde a la même loi que Sn, donc vous pouvez ensuite réécrire avec ce moins 1 qui intervient. Et pareil ici, vous avez x1 qui peut valoir moins 2, donc là, il faut que Sn soit différent de k plus 2.
Voilà. Donc là, je vous l'ai dit rapidement à l'oral. La méthode est exactement la même que ce que j'ai fait tantôt ici pour la première étape. Vraiment la même. Donc on se retrouve avec cette relation, et cette relation, si je la réécris pour la suite, ça veut dire que UK est égal à 1 demi de UK moins 1 plus 1 demi de UK plus 2. Et là, on voit une très jolie récurrence se dessiner. Une récurrence d'ordre 3. Alors, je vais traiter le cas où K est positif. Et le cas où K est négatif se traite de manière assez similaire. Donc, si je prends K positif, je peux établir la relation UK plus 1 égale 1 demi de UK plus 1 demi de UK plus 3. Et maintenant, la question que je vais vous poser à 1 milliard, c'est comment vous pouvez déterminer une expression explicite d'une suite récurrente d'ordre 3. Alors, vous devriez savoir comment ça marche une suite récurrente à coefficient constant, je devrais dire, pour normalement des relations récurrentes d'ordre 2. Eh bien, les relations récurrentes d'ordre 3, c'est la même chose. Il faut déterminer les racines de l'équation caractéristique associée à cette suite. Donc là, l'équation caractéristique qui se dessine, c'est quoi? Eh bien, c'est, du coup, on va avoir R qui doit être égal à 1 demi plus 1 demi de R cube. Et là, on a un polynôme de degré 3, donc là, on commence peut-être à avoir peur. Mais non, il ne faut pas avoir si peur que ça. Vous allez voir, les choses vont bien se passer. On a 1 demi de R cube moins R plus 1 demi qui est égal à 0. Donc, on se retrouve avec ça. Et si on regarde d'un peu plus près, il y a une racine évidente qui devrait nous sauter aux yeux, c'est R égale 1. Si vous prenez R égale 1, vous voyez que vous avez en effet 0. Donc, vous pouvez alors factoriser par R moins 1. Et après, ce qu'on va obtenir, il faut réfléchir un petit peu, mais je pense qu'on va avoir ici 1 demi de R carré. Et après, en R carré, comme ça fait 0, le terme en R carré ici est nul. Donc ça veut dire que ce 1 demi moins lui, donc moins 1 demi, doit se compenser avec le R fois le R qui est ici. Donc je devrais avoir plutôt plus 1 demi de R. Et puis pour la constante qui est ici, moins, ça va donner plus. Donc ici, j'ai moins 1 demi. Bien sûr, vous pouvez faire une division euclidienne. Hein. Là, je l'ai fait à la main en utilisant les relations coefficient-racine d'une certaine manière. Même si ce n'est pas tout à fait coefficient-racine, mais en imaginant plutôt développer le polynôme. Donc je me retrouve avec cette relation. Nickel. Et puis là, on voit donc R carré plus R moins 1 se dessiner. Hein. Donc R carré, si vous voulez, le 1 demi, je peux le mettre en facteur. Voilà. Et donc, on va avoir 3 racines. Hein. Donc, delta ici, rapidement, ça va faire 1 moins, donc plus 4. Hein. Donc, ça fait 5. Et du coup, ça veut dire que les racines sont, on va avoir... il faut que je donne des lettres distinctes pour chacune des racines. Donc, je vais dire R égale, donc une des racines qui est ici, ça va être moins 1 plus racine de 5 sur 2. Ensuite, S qui va être moins 1 moins racine de 5 sur 2. Et T qui est égal à 1. Donc, on a 3 racines pour cette équation caractéristique. Et ça veut dire que l'expression de la suite que nous avons pour K positif, ça va être donc A plus B fois R à la puissance K plus C fois S à la puissance K. Ok, je vais peut-être essayer d'effacer un petit peu le tableau. Je ne veux pas effacer, je vais peut-être essayer de garder ça. Donc je vais effacer ce qu'on a ici. Alors de manière tout à fait similaire, je peux avoir la même relation pour K négatif. D'accord, je vais avoir en fait le même genre de relation pour K négatif. Il faut juste remplacer, il faut mettre WK égale U moins K, faire les calculs et se retrouver avec des constantes A', B', C' telles qu'on a ça. C'est juste que les valeurs de A', B', C' vont probablement être distinctes des valeurs A, B, C, et c'est pour ça qu'il faut distinguer le cas où K est positif et le cas où K est négatif. Bref, alors maintenant que j'en suis là, il y a 2-3 choses qu'il faut constater et utiliser par rapport à ce que nous avons ici. Première chose, U0. Alors, U0 égale 0, je ne vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. Par contre, ce que je peux utiliser tout de suite, c'est le fait que UK est borné. Comme UK est borné, regardez un peu vos racines. Bon, 1, a priori, pas de problème. Lui,
Pas de problème non plus, parce que ce truc-là, c'est bien compris entre 0 et 1. Donc si vous regardez ce truc-là, la puissance k, bon, il n'y a pas de problème, ça tend vers 0. Nickel. Et puis, le dernier ici, bah là, vous avez un problème, parce que lui, c'est plus petit que moins 1. Donc en valeur absolue, ce truc-là est plus grand que 1. Du coup, si vous regardez, par exemple, les termes pairs, il est assez clair que ce truc-là va tendre vers plus infini. Ou avec la constante c, si c est non nul, bah, ça va tendre potentiellement vers moins infini. Donc, bah, il faut se débarrasser de ce truc-là, si on veut que ça reste borné. Donc à cause du fait que UK est borné, on est obligé d'avoir C égale 0. Maintenant, je peux utiliser la condition qui est ici, U0 égale 0. Donc le U0 égale 0, ça me dit que A plus B doit être égal à 0, donc B est égal à moins A. Donc ça veut dire que UK peut s'écrire A fois 1 moins R à la puissance K. Et maintenant la limite, qu'on n'a pas encore démontré, hein, je le redis, on va le démontrer, ne vous en faites pas, j'aimerais juste aller au bout de l'exercice avant. La limite ici, elle vaut 1. Donc quand K tend vers plus infini, ici ça tend vers A, ça veut dire que A doit être égal à 1. Donc là, on a ça, donc si j'essaye de faire concorder mon utilisation des hypothèses, donc j'ai d'abord utilisé ici l'hypothèse bornée, ensuite j'ai utilisé l'hypothèse nulle, et maintenant j'utilise l'hypothèse limite pour dire que A égale 1. Donc ça veut dire que UK égale 1 moins R à la puissance K. Donc pour K positif, on a cette expression. Pour K négatif, bah, ça va être un peu la même chose, donc par un raisonnement tout à fait similaire. Je vais peut-être écrire la conclusion ici. On a UK égale 1 moins R à la puissance K quand K est positif. Et quand K est négatif, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, le R ici, bah, ça va poser problème parce que là, il est compris entre 0 et 1. Donc là, on fait des inverses d'éléments et on regarde les puissances de ces inverses. Donc on est foutu, j'ai envie de dire. Ce truc-là va tendre vers plus infini en faisant l'inverse. Donc il va falloir s'en débarrasser. B va valoir 0. C, lui, ça va bien se passer cette fois-ci, parce que là, c'était plus grand que moins 1. En faisant l'inverse, on va être compris entre 0 et moins 1 strictement. Enfin, moins 1 et 0 strictement. Donc, ce truc-là, il n'y a pas de problème, ça va converger. On va se retrouver finalement avec S à la puissance K qui va traîner. Pareil, le fait que U0 égale 0, on va avoir A et C qui doivent être opposés l'un de l'autre. Et puis, encore une fois, pareil, avec la limite égale à 1, eh bien, on va conclure que l'expression qu'on va avoir, c'est forcément 1 moins S à la puissance K. Donc on va se retrouver ici avec 1 moins S à la puissance K pour K négatif. Voilà. C'est vraiment exactement la même chose. C'est pour ça que j'écris pas tous les détails, c'est vraiment la même chose. Vraiment, il n'y a pas de difficulté. Ok, alors maintenant que j'en suis là, bah, je peux conclure l'exercice. Et on va démontrer ensuite ce truc. Et encore une fois, ne quittez pas tout de suite après que j'ai dit CQFD, puisqu'il y a encore 2-3 choses dont j'aimerais discuter, qui sont liées à des généralisations que j'aurais voulu vous amener pour cet exercice, mais que je n'ai pas pu parce qu'il y a des choses plus compliquées encore qui peuvent intervenir. Je vais en parler d'ici peu. Alors ouais, il y a un petit... J'y avais pas pensé sur le moment, mais il y a un petit souci. Ok. Alors, je pense que c'était parce que, en réfléchissant à cet exercice dans un premier temps, je pensais que ce truc était vrai, mais vraisemblablement, ça ne l'est pas. C'est regarder la limite en moins infini. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Donc c'est pas la limite en moins infini qu'il va falloir regarder, c'est juste la limite en plus infini. Ce qui fait que déterminer la constante qui est ici, ça se fait pas comme je l'espérais en regardant la limite directement en moins infini. Donc il y a une petite astuce qui nous permet de nous sauver un peu les miches. C'est, au lieu de chercher à coïncider que en k égale 0, on peut essayer de faire coïncider ces deux suites à partir de k égale 1. Ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais changer un tout petit peu ce qui se passe ici et écrire L fois, parce que cette constante on ne l'a pas encore déterminée, S puissance k pour k inférieur ou égal à 1. Ça ne change pas grand chose à ce qui suit, mais c'est quand même important pour avoir cette constante. En fait, le truc qui est important, c'est cette constante. Et cette constante, on ne l'obtient pas par la limite en moins infini.
C'est ça qui est un peu... Vous allez le voir, hein, quand je vais vous faire la démonstration de ce truc-là, vous allez voir que c'est pas évident du tout, et vous allez voir en effet que pour moins infini, on ne peut pas s'y prendre de cette manière-là. On ne pourra pas s'y prendre de la même manière qu'en plus infini. Et d'ailleurs, ça va se confirmer en demandant ici la coïncidence à partir de 1. Donc du coup, en demandant cette coïncidence, eh bien, on peut constater que L n'aura pas trop le choix que d'être égal à 1 moins R divisé par 1 moins S. Bon là, il faut faire un petit peu de calcul. Je vais le faire. Donc si je fais un petit peu de calcul, j'ai 1 moins 1 plus racine de 5 sur 2. Donc ça nous fait du coup 3 moins racine de 5 sur 2. Et puis 1 moins 1 moins racine de 5 sur 2. Ça nous fait 3 plus racine de 5 sur 2. Et donc en simplifiant, on se retrouve avec 3 moins racine de 5 sur 3 plus racine de 5. Et on peut multiplier par le conjugué, ce qui nous fera ici 5 plus 9, donc... je dis bêtise, attendez... Non, pardon, je multiplie par le conjugué, donc là ça fait plutôt 9 moins 5, donc ça fera 4, ok. Et puis ici j'ai au carré, donc du coup 9 plus 5, là ça fera 14, et moins ensuite 3 fois 2 fois racine de 5, donc ça fera 6 racine de 5. On peut simplifier par 2, donc ça fait 7 moins 3 racine de 5 sur 2. Ok, donc vous voyez, on peut déterminer cette constante en demandant une coïncidence entre les deux suites à partir de k égale 1, ici, entre 0 et 1 en fait. Donc en demandant cette coïncidence, on arrive à sauver un peu les meubles, et c'est vraiment pas la limite en moins infini qui nous sauve. Donc une fois qu'on en est là, là on a tout ce qu'il nous faut pour faire le calcul, car, pour rappel, la probabilité de ce qu'on cherche, hein, donc Sn différent de 0 pour n allant de 1 à l'infini, ça peut se réécrire comme 1 demi de u moins 1 plus 1 demi de U2. Alors, écrivons un petit peu ce qu'on a. Donc, on a 1 demi de 1 moins 1 sur S, du coup, puisque c'est S puissance moins 1, donc 1 sur S. OK. Plus, et d'ailleurs, j'ai oublié un L, je crois. Donc, L fois 1 sur S. Enfin, L fois 1 moins 1 sur S, c'est ça. Donc, j'oublie pas le L. Et puis ici, on a le U2, donc du coup, ça me fait 1 demi de 1 moins R2. Alors, il faut se souvenir que R et S sont solutions de l'équation, juste pour simplifier un petit peu le calcul, sont solutions de l'équation t carré plus t moins 1. Et ça veut dire alors, en l'occurrence, que d'une part, R carré plus R moins 1 est égal à 0. Et si vous changez un petit peu les relations, ça veut dire que cette expression-là, 1 moins R carré, c'est en fait égal à R. Deuxième chose, là j'ai 1 moins 1 sur S. J'ai aussi les relations coefficients racines qui me permettent de dire que R fois S, c'est égal à moins 1. Donc c'est-à-dire que R doit être égal à moins 1 sur S. Ça va me permettre de simplifier un peu le calcul. Donc je vais avoir 1 demi de 7 moins 3 racine de 5 sur 2. Puis ensuite je dois faire 1 plus R, donc moins 1 plus racine de 5 sur 2. OK. Et puis plus 1 demi de R, donc moins 1 plus racine de 5 sur 2. Ok, alors si on fait le calcul jusqu'au bout, donc ici je vais mettre 2, donc ça va faire 1 plus racine de 5 fois ce machin. Donc je vais avoir du tout sur 8 pour l'instant. Et donc ouais, j'ai dit 1 plus racine de 5, je pense pas avoir fait de bêtises. Donc si je multiplie, je vais avoir 7 moins 15. Donc, parce que 3 fois racine de 5 fois racine de 5. Hein. Donc 7 moins 15, ça fait moins 8. Moins 8, et je vais avoir moins 8 plus... D'ailleurs, est-ce que ça va bien être un plus? Ouais, c'est un plus. Donc 7 fois racine de 5. C'est ça. Donc 7 fois racine de 5, ça fera 7 racine de 5. Et j'ai le moins 3 racine de 5 fois 1, qui va me donner donc moins 3 racine de 5. Donc ça fait 4 racines de 5. C'est ça. OK. Et puis, bon, j'ai le 1 quart ici fois moins 1 plus racine de 5. Donc, on voit qu'on peut simplifier par 2. Je vais juste simplifier par 2 pour avoir tout en quart. Et donc, si je fais ça, je vais avoir moins 4 moins 1 qui donne moins 5. Moins 5. Et puis, est-ce que...
Est-ce qu'il y a une bêtise encore qui se cache là-dedans? Je suis en train de réfléchir. Euh, Non, ça donne pas moins 5, j'ai qu'une bêtise, je crois. Ok, attendez. Ah oui, non, c'est ça, c'est ça. Moins 5, non, c'est ça, donc parce que j'ai simplifié ici, donc ça fait moins 4, moins 1, ça fait bien moins 5. Et en simplifiant ici, ça fait 2 racines de 5, donc ça fait bien le résultat que j'avais en tête. Hop, c'est ça. Donc moins 5 plus 3 racines de 5 divisé par 4. Et voilà alors la probabilité que on ne revienne jamais en zéro, donc c'est-à-dire que notre jeu ne se termine jamais. Alors pour ceux qui voudraient avoir une valeur approchée, je vais vérifier vite fait à la calculette que tout va bien. Normalement cette valeur elle est positive, ce truc-là est légèrement plus grand que 5, donc normalement ça devrait le faire. Et après est-ce que c'est plus petit que 1? Normalement ça devrait l'être, donc je vais checker ça à la calculette, ça sera plus simple qu'autre chose, comme ça vous avez une valeur approchée en même temps. Donc 1 quart fois, tac, donc moins 5 plus 3 racines. Alors, il me fait des bêtises, je crois. 5. Il faut que je multiplie par 3. Tac. Donc ça donne 0,42. 0,427. Donc voilà, c'est rassurant, c'est bien une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Et donc c'est QFD pour cet exercice. Alors oui, j'ai pas totalement terminé. On va maintenant s'occuper de cette limite. Mais vous voyez, bon, c'est du calcul, déjà, d'une part. La probabilité n'est vraiment pas évidente à obtenir à la fin. Et elle n'est pas triviale, hein, c'est pas genre un demi ou un truc comme ça. C'est pas si loin d'un demi, mais c'est pas un demi. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même pas du tout trivial de déterminer ces probabilités, notamment là, cette probabilité de transience. C'est pas évident du tout. Bref, faisons cette limite. Vous allez voir, en effet, que ce que j'ai affirmé un peu trop rapidement concernant moins infini, ça peut pas trop s'appliquer dans la preuve que je vais vous écrire pour plus infini. N'hésitez pas encore une fois à faire des pauses ou à faire demi-tour hein, pour vérifier certains points de calcul. Normalement, je pense avoir fait assez attention. Donc, traitons cette limite. Alors, je vais faire un petit peu d'astuce. Je vais utiliser de manière un peu astucieuse une inégalité de Markov. Donc, ce que je vais faire, c'est j'ai x qui est positif, donc un entier positif en soi. Et puis, je vais considérer aussi t comme étant positif, que je vais introduire. Et je vais regarder la probabilité que Sn soit supérieur à x. Pardon. Supérieur ou égal à x. Regardons cette probabilité-là. Alors, si j'applique Markov directement, je vais pouvoir dire que c'est 1 sur x fois l'espérance de Sn, sachant que l'espérance de Sn, bon, par contre, j'ai une espèce de contrôle quand même, parce qu'il y a indépendance des variables, tout ça, bon bref, linéarité, tout ça. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont tous la même espérance, et cette espérance, elle risque d'être négative, et du coup, je ne vais pas pouvoir majorer par quelque chose qui converge. Moi, j'aimerais majorer par quelque chose qui converge. Faire attention un peu à ça. Donc, pour pouvoir faire ça, ce que je vais faire, c'est que ce truc-là, je vais faire intervenir l'exponentielle. Donc, c'est là où c'est astucieux. Je fais intervenir exponentielle TSN, supérieur ou égal du coup à espérance, exponentielle pardon, de TX. Et donc là, si j'utilise Markov, donc j'ai x supérieur ou égal à a, donc ça va être inférieur ou égal. Donc x supérieur à a, donc ça va être inférieur ou égal à 1 sur a fois espérance de x. Donc exponentielle de moins tx fois espérance de exponentielle tsn. Alors maintenant, je vais regarder le comportement de ce machin, un peu plus près, et vous allez voir que le comportement de ce machin, je vais pouvoir le majorer. Même en faisant une somme, je vais pouvoir le majorer. Je vais être content. Donc, l'espérance de Sn, de Tsn ici, par indépendance des xn, puisque Sn c'est la somme des xn pour des xk pardon, pour k allant de 1 à n, et bien ça je m'en retrouve, et comme c'est de même loi, je m'en retrouve avec la même chose que l'espérance ici de exponentielle tx1, le tout à la puissance n. Maintenant, ce que j'aimerais bien montrer, c'est que ce machin-là, il est légèrement plus petit que 1 si je choisis bien mon petit t. Et donc, si je regarde de plus près cette espérance, eh bien ça, c'est égal à, truc classique, hein, formule de transfert,
1 demi de exponentielle t plus 1 demi de exponentielle moins 2t. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est à l'approche de 0. Donc, quand je me rapproche de 0, je vois que cette exponentielle-là va l'emporter. Et du coup, je vais pouvoir écrire, en fait, 1, donc si je fais le développement limité, tout simplement, 1 moins t sur 2 plus petit o de t. Donc ça me permet d'affirmer, à cause du truc ici négatif, ça me permet d'affirmer qu'à l'approche de 0, ce machin va être plus petit que 1. Donc si je prends un t suffisamment petit, plus petit que 1, tel que, plus grand que 0, pardon, on peut trouver un t plus grand que 0, tel que cette espérance, qu'on va noter Q, est plus petite que 1. Et plus grande que 0, évidemment. Donc, une fois qu'on a ça, bah, là, je vais pouvoir dire que le machin, cette probabilité-là, eh bien, je peux le majorer par exponentielle moins tx fois ce q à la puissance n. Et maintenant, si je regarde l'événement contraire, donc l'événement contraire de mon intersection, ça veut dire regarder la probabilité de l'union pour n allant de 0 à l'infini de Sn égale x. Si je regarde ça, eh bien là c'est par sigma additivité, donc plus ou moins lié à la sigma additivité. Si l'union était disjointe, j'aurais pu écrire que ça c'est égal à la somme. Si l'union n'est pas disjointe, je peux quand même encore écrire, c'est pas égal, mais ça va être inférieur ou égal à la somme des probas. Donc j'écris que ça c'est inférieur ou égal à la somme. Hop. Donc c'est le mot technique, hein, sigma additivité, c'est le mot technique qui, en quelque sorte, cache le fait que si j'ai une union disjointe, alors c'est égal à la somme. Et en fait, on peut montrer qu'on a une majoration telle que je suis en train de l'écrire, de la probabilité des Sn égale x. Et là, la chance, c'est que j'ai du coup une somme géométrique. Je peux majorer par une somme géométrique. Puisque là, égal x, c'est un cas particulier d'être supérieur ou égal à x. Donc là, ça veut dire que ça va être majoré par exponentielle moins tx divisé par 1 moins q. Et je pense donc, si vous voulez regarder la limite en plus infini, bah, il faut regarder la limite ici quand x tend vers plus infini. Donc quand x tend vers plus infini, vous pouvez constater que ce machin-là, bah, ça tend vers 0. Donc, tac, quand x tend vers plus infini, ça tend vers 0. Donc je viens de démontrer que la probabilité de l'événement contraire tend vers 0. Du coup, ça veut dire que la probabilité de l'événement de départ vaut bien 1. Donc ça tend vers 0 quand x tend vers plus infini, d'où la probabilité de l'intersection des Sn différents de x, qui est bien l'événement contraire, et bien ça tend bien vers 1 quand x tend vers plus infini. Et ça démontre bien ce truc-là. Et donc, en effet, si je voulais redémontrer le truc avec la limite qui tend vers moins infini, bah là j'aurais un problème, j'aurais mis inférieur ou égal, bon à la rigueur j'aurais mis exponentielle moins t peut-être pour compenser, j'aurais du coup ici exponentielle tx, mais là j'ai un gros problème ici. J'ai un gros problème parce que le moins t que j'ai ici, bah il va se répercuter ici, et du coup je vais me retrouver avec une espérance qui malheureusement ici va être plus grand que 1 à l'approche de 0. Alors bon, peut-être qu'il y a moyen de s'en sortir, je dis pas, peut-être qu'il y a moyen de dire des choses, mais vu la résolution que je vais vous donner, j'ai pas l'impression qu'on puisse facilement donner la limite en moins infini, puisque la limite en moins infini, ça va être le L qu'on a trouvé, le 7 moins 3 racine de 5 sur 2 là. Donc, bon, j'ai pas l'impression que ce soit super évident d'attaquer la limite en moins infini de UK, et c'est pour ça que la petite astuce qu'il fallait emprunter pour résoudre totalement l'exercice, c'était plutôt de jouer sur le fait que la suite pouvait coïncider en 1. Au lieu de chercher à coïncider avec moins infini, chose qu'on ne pouvait pas obtenir, information qu'on ne pouvait pas obtenir, eh bien on fait coïncider plutôt en 1. Et donc voilà, maintenant que j'ai démontré ça, là oui on peut dire que l'exercice est totalement terminé. Alors, permettez-moi, pour conclure, de discutailler de quelques généralisations possibles de cet exercice. N'hésitez pas à faire des pauses, hein, bien sûr. Hop. Parce que c'est vrai qu'au début, j'aurais bien voulu vous donner une version un peu plus générale de cet exercice. Sauf que bah, je me suis heurté à quelques difficultés et j'ai pas pu passer outre. Donc, pour en parler un petit peu,
Alors, je vais parler d'abord d'une première généralisation que j'ai pas creusée, c'est si on change un petit peu la relation entre le nombre de piles et le nombre de faces. Donc, si on cherche plutôt une relation de la forme alpha P égale bêta F, avec alpha et bêta des entiers naturels non nuls. Donc, si le nombre de piles est égal au nombre de faces, ou si le nombre de piles est égal à 2 fois le nombre de faces, etc. Donc, on retrouve le 2 fois le nombre de faces. Ça, c'est une possibilité de généralisation qui va donc, en soi, changer la relation de récurrence que vous avez pour votre suite. Donc, la relation de récurrence va certainement faire intervenir un truc du genre UK égale quelque chose dépendant de UK plus alpha, ou UK moins alpha plutôt, et puis ensuite... UK moins alpha, ça dépend quels sont les signes que vous donnez, mais UK moins alpha et UK plus bêta. Voilà, on va se retrouver avec une relation récurrente d'ordre général, hein, donc c'est peut-être pas forcément juste d'ordre 3, d'ordre beaucoup plus grande. Et le problème, c'est qu'après, avec ce type de relation, il faut essayer de trouver la racine. En fait, tout l'enjeu, comme vous l'aurez peut-être constaté, c'était d'essayer de trouver une racine qui va se retrouver être plus petite que 1 quand on va vers plus infini. Et puis après, il y a une des autres racines qui va nous aider pour la suite. Mais bon, visiblement, généraliser ce truc-là, je pense que c'est un peu chaud parce que vous ne pouvez pas avoir n'importe quelle relation. Si vous changez la relation, ça veut dire que vous allez avoir une relation récurrente d'ordre supérieur, et du coup, vous pouvez vous retrouver avec des polynômes de degré 4, 5, 6, et peut-être que les racines ne sont pas faciles à trouver, etc. Et que les expressions finales, donc les expressions finales puissent être assez déroutantes à manipuler pour conclure. Mais c'est une possibilité de généralisation. Une autre possibilité de généralisation, c'est de changer les probabilités. Donc celle-là, je l'ai creusée. Si vous changez les probabilités en disant, pile, la proba, c'est égale P. Et vous restez avec la même relation, c'est-à-dire vous voulez le nombre de piles égale 2 fois le nombre de faces. Eh bien, il y a beaucoup de choses que vous pouvez vraiment faire de la même manière. En fait, la relation de récurrence que vous allez obtenir, ça va être UK égale P fois UK moins 1 plus Q fois UK plus 2. Et ce qui est assez amusant, c'est que vous pouvez encore une fois trouver les racines, puisque l'équation caractéristique ici, c'est R égale P plus Q fois R cube. Et encore une fois, vous avez une racine évidente qui est R égale 1. Et en fait, on peut démontrer que les racines que vous allez obtenir, c'est soit 1, soit moins 1 plus racine de 1 plus 4 P sur Q divisé par 2, et la même avec un moins à la place, donc moins 1 moins racine de 1 plus 4 P sur Q divisé par 2. De manière un peu près similaire, vous pouvez essayer de montrer que les coefficients qui devraient être en jeu, donc votre expression va être de la forme a fois ça plus b fois ce machin puissance n puissance k plus c fois ce machin puissance k. Donc de manière assez similaire, vous pouvez montrer que ce truc-là ne sera jamais compensé par celui-là, même si celui-là tend vers plus infini. Donc ça veut dire que c n'aura pas d'autre choix quand k est positif. C n'a pas d'autre choix que d'être égal à 0. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Ensuite, lui, une fois que vous avez montré que lui, il vaut 0, lui, il y a des cas de figure où ce truc-là pourrait éventuellement ne pas être borné. Et pour savoir ça, il faut que ce truc-là soit plus petit que 1. Et plus petit que 1, ça veut dire que, si vous écrivez toutes les relations que vous allez obtenir, ça veut dire que P doit être plus petit que 2 tiers. Alors éventuellement plus petit ou égal, le cas égal étant un cas très particulier, mais ce cas égal, ça voudrait dire que en fait, c'est une constante. Votre probabilité UK serait juste une constante. Mais bref, vous avez cette possibilité-là aussi de faire intervenir ce P inférieur ou égal à 2 sur 3. Voilà. Et donc, en fait, essentiellement, la résolution de ce que je vous ai amené marche encore si P est inférieur ou égal à 2 sur 3. Et donc, a priori, on a en fait encore une transience qui est assurée dans le cas où P est inférieur strict à 2 sur 3. Le cas très critique, c'est dès qu'on passe au-dessus de 2 sur 3, donc quand on va passer au-dessus de 2 sur 3, là, il y a des questions. La constante, a priori, ça serait toujours égal à une constante, et la constante serait égale à... Le problème, c'est ça serait égal à 0. Du coup, on arriverait à une constante qui serait égale à 0, puisqu'on veut que U0 vale 0. Donc on en arriverait à ça, et du coup, la question de la limite en plus infini se pose. Voilà. Donc la limite en plus infini, ça serait 0, ok, mais après, il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe en moins infini. Et là, il y a peut-être 2-3 questions. Alors peut-être que, suivant ces probabilités-là, on peut s'en sortir, et cette fois-ci montrer qu'en moins infini, ça vaut 1.
peut-être que c'est ça le truc. J'ai pas davantage creusé, mais je sais qu'il y a ce point-là qui intervient, et notamment dans la preuve de cette limite-là. Quand je regarde l'espérance, parce que c'est ça aussi qui change, quand je regarde l'espérance de ce machin, je me retrouve avec P fois exponentielle, donc P fois exponentielle T, plus Q fois exponentielle moins 2T. Et ça, si je regarde T qui tend vers 0, je me retrouve avec, donc en espérant ne pas faire de bêtises, je me retrouve avec 1 plus P moins 2Q fois juste T, et puis plus petit o, etc. Et c'est là où on voit la condition 2 tiers intervenir, parce que si on est comme ça, ce truc-là est encore négatif. Donc tout l'argument qui permet de montrer que la limite quand k tend vers plus infini égale 1 marche encore sous cette condition. Mais si on n'a plus cette condition, alors là, et bon, j'ai l'impression que la conclusion serait que la constante qu'on doit obtenir ici, c'est 0, et probablement que la limite en moins infini, ça va être 1. Faudrait faire les calculs jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. J'ai pas eu le temps de vraiment faire le calcul jusqu'au bout pour pouvoir vous promulguer cette généralisation complète. Mais visiblement, il y a des choses qui sont généralisables. Là, notamment cette question de changement de proba. Faudrait juste creuser un petit peu plus et voir quelle est la conclusion qu'on obtient, et notamment l'expression finale. Bon, l'expression finale m'a l'air pas hyper jolie. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas allé jusqu'au bout, parce qu'il faut s'accrocher dans les calculs. Et j'avoue que niveau calcul, j'ai pas forcément très envie de m'accrocher plus que ça. Mais bref, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de creuser en changeant la probabilité, tout ça. Et bien sûr, je pense que la valeur 2 tiers ici, elle est très importante, parce que ça va être le moment, notamment égal à 2 tiers. Je pense que la probabilité égale à 2 tiers, vous allez pouvoir montrer que la marche en fait est récurrente. Elle n'est pas transiente, donc c'est-à-dire qu'on est sûr que le jeu se termine. Donc pour P égale 2 tiers, je pense que vous pouvez démontrer que le jeu va se terminer. Dès que vous changez et que vous êtes supérieur à 2 tiers, bah là, cette fois-ci, vous êtes sûr de partir trop loin dans les négatifs et ne jamais revenir. Je pense que c'est essentiellement ce qui va se produire. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal tout ça, à mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais ajouter? Je pense pas. Donc voilà, ce sera tout pour ce numéro 149 et donc ce 299e exercice sur la chaîne. Et oui, le prochain exo de colle, c'est le 150. Vous savez déjà quel est son énoncé. Ça va être E, d'accord? E, qu'il va falloir montrer être transcendant. Donc ça sera tout l'enjeu de l'exo de colle numéro 150. Je vous confirme ça, peut-être que je l'aurais déjà confirmé avant que la vidéo sorte, je pense pas. Mais je vous confirme ça, bien sûr, au plus vite dans l'onglet communauté et également en short. Pour bien poser la date et heure à laquelle on effectuera ce live et cet exo de colle numéro 150 tous ensemble pour fêter ce 300e exo qui me tient énormément à cœur. Bref, voilà. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.